All right, we're good. Bonjour à tout le monde, bonjour à Cap Haïtien. Merci encore pour votre participation à cette série de présentations hebdomadaires. Je suis Kwefona, je suis actuellement le président de HMA et je suis un médecin haïtien qui pratique aux États-Unis, principalement à Kentucky. Je suis un médecin praticien hospitalier. Aujourd'hui, on va parler des maux de tête. C'est un sujet qui est très courant et je pense que je vais essayer de vous fournir quelques informations que je pense qui seront utiles pour votre pratique. L'objectif de cette présentation, c'est d'abord d'identifier les patients qui présentent avec des maux de tête qui méritent une évaluation et un traitement urgent. Et on va revoir quels sont les signes d'alarme qu'il faut rechercher dans l'évaluation des patients avec des maux de tête ou encore des céphalées. Les maux de tête peuvent être divisés en deux catégories. On va avoir des céphalées de cause primaire et il y a encore des céphalées de cause secondaire. Pour cette présentation aujourd'hui, on va se focaliser avec les céphalées de cause primaire et je ferai une seconde présentation au cours des prochaines semaines où on va parler des céphalées de cause secondaire. On va revoir comment peut-on faire le traitement des principales céphalées, et principalement les céphalées à cause primaire, et revoir le traitement prophylactique et à la fin, quels sont les conseils qu'on peut fournir à un patient qui a des attaques de céphalée. Donc d'abord, c'est les céphalées de cause primaire et dans une seconde présentation, on va discuter dans les prochaines semaines les céphalées de cause secondaire. En termes de prévalence et l'impact des céphalées, je n'ai pas assez de statistiques en rapport avec Haïti, mais en général, pour ce que je pouvais retrouver ici, environ 18 à 25% des filles vont avoir des migraines au cours de leur vie et 6 à 10% des hommes reportent une histoire de migraine. Et dans la population générale, on estime que 5% des femmes vont avoir des céphalées de causes différentes et dans la majeure partie 2 mois principalement et plus de 15 jours où ils souffrent de céphalées d'intensité qui peut être tout à fait légère ou à fait sévère. Et les céphalées, de par elles-mêmes, vont mettre au lit vont causer plus de 112 millions de jours où les personnes qui sont dans la phase active de travail vont être alitées et ne peuvent pas aller travailler uniquement à cause des céphalées. Et ceci a un impact direct, un impact économique direct sur l'économie ici aux États-Unis, qui est estimé à environ de 13 billions de dollars par année, uniquement dû à des pertes de travail liées à des céphalées. Ce qui est important, la majorité des patients qui souffrent de migraine, qui est l'un des types de céphalées primaires, ne vont pas avoir un diagnostic approprié ou s'ils ont un diagnostic approprié, ne vont pas recevoir un traitement qui est adéquat. Les céphalées représentent un symptôme tout à fait complexe avec différents composants en termes de physiopathologie. Les céphalées peuvent être dues à des causes intracrâniennes au niveau de la tête elle-même, ou encore ce peut être lié à des douleurs extracrâniennes en dehors de la tête. Et ces ce symptôme qui est tout à fait complexe peut avoir des effets sur le système visuel, le système sensitif et le système moteur. Et ceci peut également affecter le système limbique, le système vestibulaire et se présente en dehors des céphalées, qui est un symptôme de la part entière,
avec d'autres troubles qui peuvent affecter le système vestibulaire labyrinthique associés avec des nausées, des vomissements ou encore des troubles visuels. Si on regarde les céphalées, ceci c'est l'anatomie de la tête. N'importe quelle structure au niveau de la tête, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau des nerfs au niveau de la tête, les veines, les artères, les tendons, les articulations que peut retrouver au niveau de la colonne cervicale, peuvent être l'origine de céphalées. Donc, c'est n'importe quelle structure au niveau de la boîte crânienne, que ce soit des glandes parotidiennes, les dents, la cavité buccale, les oreilles, toutes ces structures, s'ils sont affectées par une condition X, peut entraîner des céphalées ou encore des maux de tête de façon différente par différents mécanismes. En évaluant un patient qui se présente avec des céphalées, l'élément qui est le plus important, c'est de prendre une histoire qui est adéquate. Et en interrogeant ce patient, on va surtout prêter attention sur la qualité de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est à type déchirante, une douleur à type de tension, de pression, et également évaluer les caractéristiques de cette douleur. Est-ce que cette douleur est d'intensité modérée, sévère? Des fois, la patiente va vous dire qu'il a une sensation de coup de tonnerre. Est-ce que c'est une douleur qui est tout à fait soudaine, qui a débuté de façon soudaine ou encore progressive? Quelle est la durée de cette céphalée? Est-ce que c'est une céphalée qui dure 3 ou 4 minutes ou encore qui dure toute une journée? Est-ce que c'est une céphalée qui est chronique ou encore d'apparition aiguë? Aussi, il faut prêter attention sur les symptômes qui sont associés à ces maux de tête. Est-ce qu'il y a des troubles visuels? Est-ce qu'il y a des nausées, des vomissements? Est-ce qu'il y a de la fièvre? Ce sont des symptômes qui vont vous aider principalement à faire la différence entre une céphalée de cause primaire ou encore une céphalée de cause secondaire. Il faut rechercher d'histoires d'antécédents de céphalée dans les années ou encore dans les mois auparavant. Donc, une personne qui a des céphalées à répétition, une céphalée qui est chronique ou encore qui débute depuis l'adolescence, ceci va vous mettre le plus souvent sur la piste de céphalée de cause primaire comme des migraines, ou encore si cette patiente n'a pas d'antécédent de céphalée, c'est une céphalée qui est tout à fait soudaine, il faut penser principalement à des causes secondaires. Il faut revoir également les antécédents familiaux. Il y a des céphalées comme la migraine qui ont un aspect génétique, un aspect héréditaire, où plusieurs membres de la famille vont avoir les mêmes types de céphalées. Et en parlant d'antécédents médicaux, il faut voir si le patient a d'autres pathologies systémiques qui peuvent vous mettre sur la piste de signes d'alarme. Si un patient a un cancer, si c'est un patient qui est immunodéprimé, que ce soit un patient qui prend des agents stéroïdiens de façon chronique, qui a une pathologie auto-immune comme le lupus ou encore l'arthrite rhumatoïde, il faut penser à donner une attention spéciale à ce type de céphalée chez ces patients qui présentent avec d'autres pathologies sous-jacentes. Et il faut revoir également quels sont les médicaments que ce patient utilise. Il va y avoir des types de céphalées qui sont liés à l'utilisation exagérée de certains médicaments, principalement les analgésiques, les anti-inflammatoires antistéroïdiens. Donc, il y a ce qu'on appelle des céphalées à type de rebond. Si vous consommez beaucoup trop d'agents anti-inflammatoires antistéroïdiens, ceci peut aboutir à des céphalées. Il y a des effets secondaires de certains médicaments qui peuvent aboutir à des céphalées. Ou encore, certains patients utilisaient un médicament et soudainement arrêtent de prendre ce médicament. Il y a des causes de retrait qui également peuvent aboutir à des céphalées.
Ici également, aux États-Unis, nous avons beaucoup de patients qui utilisent des agents, des opiacés ou encore des drogues illicites comme la cocaïne, l'héroïne intraveineuse. Donc, ces rangs de patients sont en risque pour avoir des pathologies infectieuses, des abcès. Il faut surtout penser à ces genres de cas. Et évidemment, toute l'histoire de traumatisme antérieur, un accident de la voie publique ou encore des chutes peut vous mettre sur la piste de céphalées qui sont liées, qui font suite à des traumas. Donc, l'histoire clinique va vous aider principalement à catégoriser ces patients en céphalées de type primaire et encore de céphalées de type secondaire. En évaluant un patient avec des céphalées, encore des maux de tête, il faut, en dehors de l'histoire, prêter attention à ce qu'on appelle des signes d'alarme. Ces genres de signes, une fois que vous les retrouvez, va pousser le clinicien à faire une interrogation poussée, à une évaluation qui est beaucoup plus poussée pour pouvoir diagnostiquer les causes de céphalée. Et ici aux États-Unis, nous avons une mnémonique que nous utilisons qu'on appelle le SNOOP. Le S, c'est d'abord, c'est rechercher des symptômes systémiques. C'est-à-dire que si un patient a des céphalées ou encore des maux de tête présents avec de la fièvre ou encore une perte de poids, ceci peut être des signes d'alarme qui vont vous faire penser à d'autres causes secondaires qui entraînent ces céphalées. Il faut regarder si le patient a des facteurs de risque secondaires, comme je viens de le dire. Si c'est un patient qui est immunodéprimé, que ce soit avec le VIH ou encore avec le cancer, qui se présente avec des céphalées, il faut penser à une série de pathologies avant même de mettre une étiquette que c'est une céphalée qui est tout à fait simple. Donc, les patients qui sont immunodéprimés, ils sont beaucoup plus à risque d'avoir des céphalées de cause secondaire, que ce soit avec des métastases ou encore des pathologies infectieuses au niveau de la boîte crânienne, comme le toxoplasmose, des cancers au niveau du cerveau. Dans l'évaluation clinique également, il faut rechercher si le patient se présente en dehors des maux de tête avec des troubles neurologiques. Si c'est un patient qui a une perte de vision, qui a une hémiparésie ou une hémiplégie, donc des troubles neurologiques, des troubles de la balance, des troubles sensitifs, donc une céphalée avec troubles neurologiques, ceci c'est ce sont des signes d'alarme. Ceci va vous dire qu'il faut avoir une investigation beaucoup plus poussée et certaines fois, certains de patients vont nécessiter des imageries médicales comme un scanner cérébral pour pouvoir dépister des troubles intracrâniens. Si c'est un patient qui est âgé, toute personne qui a une céphalée primaire, encore qui a une céphalée qui débute après 50 ans, il faut surtout penser à un problème sérieux. Si vous n'avez jamais eu de céphalée, il n'y a pas d'incident de trauma, et soudainement vous avez des céphalées chez un patient qui est âgé de plus de 50 ans, il faut penser à des troubles, à des causes secondaires pour ces céphalées. Si c'est un patient qui a un antécédent de céphalée, mais maintenant présente avec des céphalées qui ont des caractères différents par rapport aux céphalées antérieures, c'est-à-dire si le céphalée change de caractère, d'intensité ou encore les troubles cliniques que le patient a en général l'habitude de reporter sont différents, il faut penser à des causes secondaires. Si c'est un céphalée qui change de caractère avec de la position, qui change de caractère avec la gravité, si ce céphalée augmente d'intensité si vous êtes debout ou encore quand vous marchez, ou encore les céphalées s'améliorent quand vous vous posez en décubitus dorsal, sont ces caractères qui modifient cette sensation de maux de tête peut vous faire penser à des troubles beaucoup plus sérieux, encore à des céphalées secondaires. Et ensuite, s'il y a des facteurs qui peuvent provoquer ces céphalées,
C'est-à-dire que si les céphalées augmentent d'intensité avec la toux, si les céphalées augmentent d'intensité avec le mouvement ou encore avec des exercices physiques. Et certaines fois, des céphalées peuvent être aggravées après tout rapport sexuel. Ces gens de céphalées, en général, vont vous dire qu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne. Donc, ces gens de patients vont nécessiter une investigation beaucoup plus poussée, ou encore il faut surtout penser à des causes secondaires. Donc, ce mnémonique, en général, en posant des questions, en faisant l'histoire du patient, si vous retrouvez un ou plusieurs de ces signes et symptômes, il faut penser à des céphalées de causes secondaires. Comme je vous le dis, je ferai une seconde présentation qui va spécifiquement s'adresser aux céphalées de causes secondaires. En faisant un examen physique pour un patient avec les céphalées, on va surtout prêter attention aux signes vitaux. Quelle est la pression artérielle de ce patient? Quelle est la température? Si c'est un patient qui se présente avec des céphalées et qui a de la fièvre, on va surtout penser à une pathologie infectieuse, que ce soit une méningite, des sinus, une otite, pour pouvoir caractériser si c'est une céphalée de cause secondaire. Il faut examiner les pupilles qui vont vous donner une évaluation directe de la pression intracrânienne, ou encore si les pupilles sont symétriques, s'ils sont réactifs à la lumière, et tout clinicien doit pouvoir réaliser une fundoscopie avec un ophtalmoscope, que ce soit avec une pupille qui est dilatée ou pas, pour pouvoir savoir s'il y a une répercussion au niveau de la pupille, ou encore au niveau du nerf optique, à la recherche de papilledème, ceci qui met en évidence qu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne, que ce soit par une masse, que ce soit par une tumeur ou encore un saignement. Donc, l'examen des yeux, l'examen des champs visuels, l'examen des mouvements des muscles extraoculaires sont très importants dans l'évaluation d'un patient avec céphalée. Il faut regarder également un examen moteur. Si le patient a une hémiparésie, une diminution de la force d'un côté ou d'un autre, ceci également peut vous aider à mettre en évidence de façon clinique à une céphalée qui peut qui peut être secondaire à une cause hémisphérique contralatérale. Examiner les réflexes à la recherche d'asymétrie, une diminution des réflexes au niveau des tendons et peut vous mettre sur la piste qu'il y a une cause cérébrale sous-jacente qui explique cette céphalée. Évaluer les sensations et la coordination. Tous ces éléments neurologiques que vous pouvez faire au niveau du lit du patient va vous aider à côté de l'histoire, à côté des signes d'alarme, à catégoriser si c'est une céphalée qui est simple ou encore si c'est une céphalée qui a une répercussion intracrânienne. Quelle est l'approche que le clinicien doit avoir en évaluant un patient avec les céphalées? D'abord, ce que vous devriez tenir en tête, il faut arriver à faire un diagnostic. Ou encore, si c'est un patient qui avait déjà un diagnostic, il faut certaines fois questionner ce diagnostic. Beaucoup de patients ont été labellés avec une migraine ou encore une céphalée de type de tension ou encore à d'autres causes. En revisant l'histoire, en refaisant un examen physique, beaucoup de fois, on peut trouver d'autres indices qui peuvent vous aider à refuter un diagnostic qu'un patient avait déjà reçu pour les causes de ces céphalées. Il faut surtout essayer d'identifier les facteurs qui changent ou encore qui aggravent les céphalées. Et après avoir fait le diagnostic des céphalées, il faut établir un plan de traitement avec le patient. Et dans les cas de céphalée primaire, essayer de voir s'il y a des traitements préventifs que vous pouvez fournir à ce patient. En évaluant les céphalées, on va les catégoriser en deux groupes. D'abord, il y a les céphalées primaires
et également les céphalées secondaires. Pour aujourd'hui, on va se focaliser sur les céphalées primaires. On dit qu'une céphalée est primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause sous-jacente, il n'y a pas d'autre cause de maladie systémique qui entraîne ces céphalées. Donc, la maladie elle-même, ce sont les céphalées. Et dans cette catégorie, on va avoir les migraines, les céphalées à type de cluster et également les céphalées de type de tension. Et il y a la deuxième catégorie, c'est les céphalées de cause secondaire. Donc, c'est une céphalée qui a une cause sous-jacente, que ce soit par une infection, par une inflammation, par une pathologie vasculaire comme les artérites à cellules géantes, l'utilisation exagérée de certains médicaments. Si vous avez une pathologie au niveau de la boîte intracrânienne, si vous avez un hématome sudural, vous avez une tumeur, il y a des troubles psychiatriques, d'autres pathologies systémiques, ou encore si vous avez une méningite, toutes ces causes seront des causes de céphalées secondaires. Donc, une fois que vous traitez la cause secondaire, vous allez améliorer les céphalées. Pour les céphalées de cause primaire, il n'y a pas d'autres pathologies secondaires. Si les céphalées représentent la maladie elle-même, donc on va essayer de les analyser. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les céphalées de type de tension. C'est la cause la plus commune de céphalée, encore de maux de tête. Le patient va se présenter avec une sensation de pression, une sensation de serrure ou encore qui va se présenter en forme de bande. En général, ces céphalées sont cette douleur sera bilatérale dans les deux parties de la tête et certaines fois ceci va se localiser au niveau de la région frontale ou encore au niveau de la région occipitale et certaines de ces vallées vont avoir une radiation au niveau du cou et dans la majorité des cas, ces céphalées ne limitent pas les activités journalières du patient et ce qui est important, il ne va pas y avoir des signes d'alarme. Donc, il ne va pas avoir de fièvre, pas de perte de poids. C'est un patient qui n'a pas de cancer, qui n'a pas une immunosuppression. Ces céphalées ne varient pas avec les mouvements ou encore les changements de position. Donc, ce sont les céphalées que la majorité des patients qui vont se présenter, que ce soit à l'hôpital ou encore devant la clinique, vont décrire des céphalées de type de tension. Une céphalée qui est bilatérale, qui n'a pas de trouble visuel, qui peut être localisée au niveau de la région frontale ou encore avec des radiations au niveau du cou, de la région frontale ou encore au niveau de l'occiput. Ce sont les formes les plus communes de céphalée. Et en général, et en posant des questions, ce que vous allez surtout retrouver comme facteur précipitant en cause, c'est un patient qui a un état de surménage, qui travaille beaucoup. C'est un patient qui a probablement une mauvaise posture dans son travail. C'est un patient qui est tout à fait émotionnel, qui a un état qui est anxieux ou encore qui est stressé. Des fois, il y a des dépressions. C'est un patient qui, en général, va se complaindre de fatigue. C'est un patient en général qui va vous dire qu'il souffre de la faim. En Haïti, quelqu'un peut se présenter avec des céphalées qui sont récurrentes et si vous prenez un détail socio-historique qui est avancé, beaucoup de fois, c'est un patient qui va vous dire que docteur, j'ai 4 enfants, je ne travaille pas, mon mari m'a laissé, je n'ai pas de maison. Toute cette histoire peut avoir une manifestation psychosomatique et se présenter avec des céphalées, mais l'élément sous-jacent, c'est en général, c'est un stress, c'est un patient qui est anxieux, qui a un état de suffisance économique, qui va se présenter avec des troubles psychosomatiques et les céphalées vont représenter des symptômes qui est tout à fait primordial. Comment peut-on faire le traitement
des céphalées de type de tension. En général, il faut prendre l'histoire et faire un bon conseil si c'est un patient qui ne dort pas. Si vous êtes de garde tous les 2 jours et le résident se présente chez un interne se présente un interne qui est en maternité, qui est de garde tous les 2 jours, qui ne mange pas assez bien, qui est anxieux pour sa présentation finale, peut se présenter avec des céphalées et demande à son résident-chef qu'est-ce que je dois faire. Le traitement idéal, c'est de vous reposer. OK, en général, on peut toujours prendre des médicaments comme l'acetaminophen ou encore des anti-inflammatoires pour pouvoir vous aider ou encore de la diclofénac, mais le résident qui connaît son interne, qui regarde l'interne qui est tout à fait, je ne dirais que là, qui est déblasé, qui ne dort pas, c'est surtout, ceci peut être une cause de stress, ceci peut être une cause de performance en déclin chez un interne ou encore un résident senior que auparavant vous saviez qui était très performant et soudainement cet interne ou encore ce résident a une performance ou encore pose des actes qui sont tout à fait inappropriés. Le manque de sommeil, la fatigue ou encore un interne qui n'est pas satisfait avec son service, avec son traitement, peut se présenter avec des céphalées. Donc, il ne faut pas précipiter à jeter, à donner des médicaments. Il faut surtout revoir le contexte, surtout le contexte environnemental ou encore le milieu du travail. Également, il est toujours important de faire de la prévention. Si vous avez des céphalées de type de tension, c'est surtout d'améliorer la qualité de vie de ce patient, c'est-à-dire conseiller aux résidents ou encore aux patients de dormir, encore d'avoir de repos. Il faut certaines fois laisser le service pour avoir d'autres activités extracurriculaires pour essayer de pallier au stress. Donc, si vous êtes un groupe d'internes, le résident en chef ou encore le médecin de service peut certaines fois, OK, aujourd'hui c'est un jour férié, on va dans un bar, prendre une bière, on peut aller sur la plage et certaines fois vous voyez des résidents, même lorsqu'ils ne sont pas de garde, mais ils sont surtout sur la cour du travail, de l'hôpital. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils sont en train de réaliser, ils sont libres, mais ils sont toujours sur la cour. Donc il faut essayer de voir, aller visiter, aller à l'Abadie, aller à Stadel pour essayer de pallier à ces gens de stress qui peuvent avoir un effet psychosomatique. Et certaines fois, si vous avez un patient qui a des céphalées récurrentes de type de tension qui sont prédisposés, on peut toujours administrer de la mitriptyline, les inhibiteurs, les antidépresseurs tricycliques pour essayer de prévenir ces gens de céphalées de type de tension. Mais ceci, c'est uniquement si vous avez quelqu'un qui est prédisposé pour avoir ces rangs de céphalées de type de tension ou encore s'il y a des céphalées de type de tension qui sont récurrentes malgré que le patient essaie de modifier son mode de vie et continue à avoir des céphalées de type de tension sans avoir aucun symptôme d'alarme. On peut toujours essayer des antidépresseurs tricycliques comme la mitriptyline, qui a beaucoup d'effets secondaires. On va en discuter pour essayer de voir si le patient au coucher ou encore avant d'aller au lit peut prendre ce médicament pour essayer d'améliorer ses symptômes ou encore de prévenir la fréquence ou encore la récurrence des céphalées de type de tension. Comme deuxième cause de céphalée secondaire, ce qu'on appelle la migraine. La migraine, c'est une pathologie tout à fait caractéristique, une céphalée de cause primaire. En général, c'est une pathologie qui est expliquée par une forme d'hyperexcitabilité du système cérébral. Certaines fois, cette migraine peut être associée à une vasodilatation des artères cérébrales, mais
certaines fois, on va avoir des migraines sans pour autant avoir une vasodilatation cérébrale. Il y a deux types de migraines qu'on se catégorise. Il y a les migraines avec ce qu'on appelle les auras et les migraines sans aura. Aura, c'est surtout des signes prédominants, prominatoires, qui vont apparaître avant l'apparition de l'état migraineux. Et les migraines doivent faire partie de tout état neurologique épisodique. C'est une pathologie des fois qui a une similitude avec un accident cérébral vasculaire et vous réalisez tous les examens, que ce soit un scanner, une imagerie médicale avec MRI cérébral, il n'y a pas d'évidence d'accident cérébrovasculaire. Donc, il faut toujours penser à la migraine. Et certaines fois, certains patients vont avoir des migraines qui peuvent mimer une absence, c'est-à-dire des crises épileptiques de type d'absence. Donc, il faut surtout penser à la migraine. La Société internationale des céphalées, il y a une société qui s'occupe principalement des céphalées, définit les migraines avec aura. Il faut d'abord que ce patient se présente avec 7 attaques migraineuses qui ont les caractéristiques suivantes. Ce sont des céphalées qui durent entre 4 à 72 heures. Donc, pour parler de migraine, il faut avoir l'une ou plusieurs de ces symptômes. Ce sont des céphalées qui durent entre 4 à 72 heures. Et durant ces attaques migraineuses, il faut avoir au moins l'un de ces symptômes, que ce soit de la nausée, des vomissements ou encore une peur d'être exposé à la lumière vive, la photophobie, ou encore ce qu'on appelle la phonophobie. Ce sont des patients qui vont essayer d'éviter le plus possible d'être exposés à des sons lourds ou encore à des sons aigus. Et au moins, il faut avoir l'un de ces critères. D'abord, c'est une migraine qui est de location unilatérale. La qualité de la migraine sera surtout pulsatile. Donc, on a de me battre dans la tête. Et l'intensité doit être de façon modérée ou sévère. Et ces migraines peuvent être aggravées par des activités physiques ou encore de l'exercice. Ce sont la façon qu'on peut définir les migraines, c'est-à-dire en termes de fréquence d'attaque, au moins 5 attaques au cours d'une période, avec une durée de 4 à 72 heures. Et durant ces attaques migraineuses, on peut avoir de la nausée, de la vomissement, des troubles visuels et une location qui est unilatérale, une migraine qui est pulsatile et certaines fois qui peut être aggravée par les exercices. L'aura, c'est un trouble neurologique focal et ces symptômes en général sont de type visuel. Et 1 sur 8 patients qui ont de la migraine, un de ces patients va se présenter avec des auras. Et ces auras peuvent durer entre 5 à 20 minutes. En général, c'est moins d'une heure. Et en général, ces auras vont être suivies par la crise migraineuse elle-même. Donc, c'est un patient qui vont décrire des troubles visuels, de la nausée, avant même d'aboutir à l'épisode migraineux. Et les auras, ces patients vont vous dire qu'ils ont des taches visuelles. Ils ont une perte de la vision. Encore, ils vont voir des taches qui ont des formes différentes, que ce soit en forme de zigzag, des lumières étincelantes. Certaines fois, ces patients vont vous dire qu'ils ont une faiblesse musculaire. Et différentes fois, ils vont vous dire qu'ils sont en train de voir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Certaines fois, on peut même penser que ces patients ont des hallucinations. Tous ces éléments caractérisent les auras. En général, ces auras sont de type visuel. Donc, ces patients vont avoir ce type de description. Ils vont avoir des éléments circulaires, des zones d'ombre qui sont floues,
des lumières étincelantes ou encore des formes de lumière en forme de zigzag et qui durent entre 15-20 à 30 minutes avant même d'avoir des céphalées. Et il y a une forme de migraine qu'on appelle les migraines avec hémiplégie. Donc, ce sont des migraines qui sont à fait fortes et qui vont avoir des troubles neurologiques. Donc, c'est un patient qui va vous dire qu'il a des céphalées et en plus de céphalées, peut avoir une paralysie faciale, peut avoir des vertiges, des troubles visuels, un problème, une amnésie et certaines fois des troubles du langage. Ceci, des fois, peut simuler, certains de symptômes peuvent simuler un accident cérébrovasculaire. Donc, en faisant un examen par imagerie adéquat et vous ne retrouvez pas aucun dommage intracrânien et ces patients vont vous présenter avec des troubles récurrents, il faut penser à des migraines avec hémiplégie associée. Et les migraines avec aura de par elles-mêmes, c'est un facteur de risque d'antécédent cérébrovasculaire. Donc, les patients qui ont des migraines avec aura ont un risque beaucoup plus élevé pour avoir un accident cérébrovasculaire réel. Donc, certaines fois, elles vont présenter avec des troubles hémiplégiques qui sont liés uniquement avec de la migraine, mais certaines fois, ils vont avoir un ACV. Donc, ces rangs de patients, il faut surtout les conseiller de ne pas fumer. Et également, chez les filles, il faut surtout éviter d'utiliser les contraceptifs oraux parce que ces rangs de patients vont avoir un risque élevé d'accident cérébrovasculaire. Comment peut-on faire le traitement de la migraine? D'abord, c'est l'éducation de la patiente. Essayer d'éliminer les facteurs qui aggravent la migraine. Il faut établir un protocole de traitement dans les phases aiguës et un traitement préventif si nécessaire. Et choisir un médicament pour faire le traitement pour la prévention qui a un profil d'effet secondaire qui est le moins élevé et surtout enseigner le patient pour éviter l'abus de certains médicaments. Donc, dépendamment de la sévérité encore des médicaments que vous avez à votre disponibilité, on peut toujours commencer avec des agents anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, le naproxène, de l'aspirine, et certaines fois, si les migraines sont d'intensité sévère, on va aboutir à d'autres médicaments comme les triptans et les glutamines, ou encore certaines fois, on peut utiliser les agonistes de la dopamine, qui sont également des agents anti-nauséeux, et les migraines en général vont présenter avec de la nausée pour faire le traitement. Le trimatriptan, c'est ce qu'on appelle Limitrex, c'est un médicament qui est tout à fait efficace, qui se présente sous différentes formes, par la voie orale, en forme d'injection encore par la voie nasale. On peut administrer 6 mg une dose et on peut répéter cette dose tous les heures jusqu'à 4 à 5 doses pour aboutir à une disparition de la crise migraineuse. Donc, on peut utiliser le trimatriptan. On peut également utiliser le sumatriptan qui se présente en forme de comprimé ou en forme nasale. La dose maximale est de 40 mg sur les premières 24 heures. Et il faut répéter les doses tous les 2 heures. Toutes les 2 heures. La forme de comprimé varie entre 25 à 100 mg. Et on va enseigner aux patients, on peut donner le médicament aux patients pour prendre au début de la crise migraineuse. Et le patient peut répéter la dose toutes les 12 heures avec une dose maximale de 200 mg dans les premières 24 heures. Ce sont les médicaments qu'on utilise dans les phases aiguës. Il y a le rizatriptan qui est le médicament qui a un début d'action qui est le plus rapide, qui peut être désintégré avec des comprimés de 5 à 10 mg. La dose maximale est de 30 mg. Donc, ce qu'il faut se rappeler, les triptans en général, que ce soit le rizatriptan, le sumatriptan, sont d'action rapide avec des doses qu'on peut répéter au cours de la journée pour abattre les douleurs. Il faut surtout penser que les triptans sont contre-indiqués
chez les patients qui ont des troubles coronariens, chez les patients qui ont des antécédents d'accidents cérébrovasculaires, une patiente qui a une hypertension artérielle qui est non contrôlée, des patients avec des migraines hémiplégiques, et c'est contre-indiqué chez la femme enceinte. Donc, il faut surtout savoir, avant de prescrire les triptans, rechercher des causes qui peuvent être liées à une contre-indication. Il y a une forme de migraine qu'on appelle des migraines cataméniales, qui vont apparaître au moment ou encore des règles chez la fille. Donc, il y a une relation temporale entre le début des migraines et encore les débuts des règles chez les filles. Ceci est lié à une diminution accrue du taux d'estrogène et ceci va suivre le cycle menstruel. Et on peut voir ce type de migraine chez les filles qui sont sous contraceptif oral de 21 jours. Et au moment qu'ils vont prendre les 7 comprimés qui sont les placebos ou encore le fer, il va y avoir une chute du taux d'estrogène. Et ces filles vont vous dire à chaque fin de ma période, que je vais encore au début de ma période, je vais avoir des migraines. C'est ce qu'on appelle des migraines cataméniales qui sont liées avec une diminution du taux d'estrogène. Et ces rangs de migraines en général sont beaucoup plus sévères, ils vont durer beaucoup plus longtemps et ils répondent moins bien au traitement comparativement aux migraines générales. Et similaire aux migraines, à la migraine générale, on peut toujours administrer des anti-inflammatoires à dose élevée et on peut également utiliser des triptans pour traiter la phase aiguë des migraines cataméniales. En termes de prophylaxie, si une fille sait que à chaque période qu'elle va avoir des migraines, elle peut prendre du naproxène 2 fois par jour pendant une semaine avant le début des règles et elle peut continuer l'anti-inflammatoire environ une semaine après le début des règles. Il y a l'un des triptans qu'on appelle le frovatriptan qui est tout à fait efficace principalement pour le traitement des migraines et des migraines cataméniales. Et si c'est une fille qui prend des agents œstroprogestatifs, il est important, au lieu d'avoir des comprimés, au lieu de prendre des comprimés pendant 21 jours, il faut continuer à prendre les pilules sur toute la durée du cycle menstruel pour essayer de minimiser le déclin des oestrogènes qui sont liés à des comprimés ou encore à des doses de 21 jours pour le traitement pour les œstroprogestatifs. Et comment faire la prévention chez les patients avec des migraines? Si vous avez un état migraineux par année, ce n'est pas nécessaire de vous mettre sur des médicaments en termes préventifs. Mais si vous avez des migraines qui apparaissent au moins 4 fois par mois, si vous avez des céphalées qui durent plus de 12 heures, ou encore ces céphalées entraînent une morbidité qui est tout à fait élevée, et si le patient ne peut pas tolérer les médicaments au niveau de la phase aiguë, et si c'est un patient qui perd beaucoup de jours de travail à cause des migraines, et s'ils ont des contre-indications avec des triptans, on doit surtout penser à mettre ces patients sur un traitement prophylactique. Le premier catégorie de médicaments qu'on utilise pour faire la prophylaxie chez l'état migraineux, c'est surtout les bêta-bloqueurs, qui sont également des antihypertensifs, et parmi lesquels on a le propranolol, le métoprolol et le timolol. Mais le propranolol, c'est l'agent qui est le plus utilisé, avec une dose qui varie entre 40 à 160 mg 2 fois par jour, total, sur 24 heures. Il faut toujours commencer à une dose qui est faible et essayer d'augmenter de la dose à mesure que le patient tolère le médicament. Donc, il faut penser à continuer ce médicament pendant au moins 3 mois avant de dire que le patient ne répond pas à ce traitement. Et surtout, informer le patient que ce médicament peut faire abaisser la pression artérielle ou encore peut faire abaisser la fréquence cardiaque. Et chez les hommes, les bêta-bloqueurs peuvent avoir peut avoir comme effet secondaire
une diminution de la libido ou encore de l'impotence. Donc, il faut surtout conseiller, si vous avez un garçon maintenant qui a un état migraineux, vous administrez un médicament et ce garçon peut revenir avec une impotence fonctionnelle. Donc, déjà, vous pensez que ce patient va arrêter de prendre ce médicament. D'autres médicaments qu'on peut utiliser pour faire la prévention de l'état migraineux, ce sont les inhibiteurs calciques. Et comme médicament qui est le plus fréquemment utilisé, c'est le verapamil, qui a très peu d'effets secondaires, mais si vous prenez le verapamil pendant un temps prolongé, le patient peut développer ce qu'on appelle une tolérance au médicament. Mais c'est un médicament qui peut être également utilisé pour faire la prévention des états migraineux. Très rarement, on va utiliser des antidépresseurs, encore des médicaments contre les crises épileptiques. Par exemple, on peut utiliser les inhibiteurs des antidépresseurs tricycliques comme la méthylptyline. Et on peut également utiliser l'acide valproïque ou encore le Topamax. Ces médicaments sont utilisés dans le traitement des crises épileptiques, mais également peuvent être efficaces dans la prévention de l'état migraineux. Autre type de céphalées primaires. Donc, dans les céphalées primaires, nous avons les céphalées de cycle de tension, la migraine, et troisièmement, on peut avoir les céphalées en type de cluster, c'est-à-dire qui vont évoluer en forme de groupe. Ce sont des céphalées qui sont tout à fait, qui vont présenter avec des douleurs tout à fait terribles, des douleurs unilatérales. Ces personnes vont présenter avec une rougeur conjonctivale et ceci peut également aboutir à une lacrymation et au niveau de cet œil. Elles évoluent de façon épisodique et ces céphalées vont durer entre 15 minutes à 3 heures. Elles vont avoir une récurrence à partir de moments spécifiques au cours de la journée et le plus souvent apparaît au cours de la nuit et ces genres de céphalées sont beaucoup plus fréquents chez les hommes. C'est un type de douleur unilatérale avec des troubles visuels de la lacrymation qui sont tout à fait terribles. Ce qu'on appelle des céphalées en type de cluster. Ils vont apparaître beaucoup de fois au cours de la journée. Et l'un des éléments qui peuvent engendrer ces genres de céphalées, c'est d'abord l'hypoxie. Donc, tout état qui peut aboutir à une hypoxie va aboutir à une excitabilité, une hyperexcitabilité du système nerveux cérébral. Ceci peut déclencher les céphalées en type de cluster. Ou encore l'apnée du sommeil, donc également qui peut entraîner l'hypoxie, et également la prise de vasodilatateurs comme la nitroglycérine, l'alcool, ou encore si vous avez une intoxication au monoxyde de carbone, ceci peut entraîner, engendrer les céphalées en type de cluster qui évoluent en groupe. Comme nous avons dit que la cause principale c'est l'hypoxie, donc le premier traitement que vous allez administrer chez un patient qui se présente avec des céphalées en groupe, c'est l'administration de l'oxygène. Même lorsque le patient a une saturation d'oxygène qui est tout à fait normale, il faut administrer de l'oxygène avec un flot qui est tout à fait élevé, à environ 7 litres par minute avec un masque facial. Et certaines fois, on peut administrer les traitements. Mais le traitement idéal, si le patient se présente avec des céphalées en type de tension, c'est l'administration de l'oxygène à haut débit. Parce que la cause principale, c'est l'hypoxie. En termes de points généraux que je voudrais que vous rappelez, c'est il faut penser que la migraine elle-même peut améliorer à travers l'âge. Vous allez avoir des patients qui ont des migraines qui commencent à partir de l'adolescence, mais à mesure que le patient entre en âge, ces
migraines vont diminuer en termes de fréquence et certaines fois vont cesser d'apparaître, surtout si vous administrez des médicaments préventifs. Il faut surtout penser à la recherche des troubles nocifs ou encore des signes d'alarme quand vous évaluez un patient avec un état migraineux ou avec des céphalées. Et le premier élément qu'il faut faire, c'est à partir de votre histoire, votre examen physique, de déterminer si le patient a des céphalées de cause primaire ou encore si c'est une céphalée de cause secondaire. Et il faut y avoir une communication qui est effective avec le patient et proposer des traitements, que ce soit au niveau de la phase aiguë ou encore des traitements préventifs, principalement pour la migraine, dans les cas de céphalée de cause primaire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère dans les prochaines semaines faire une présentation sur les céphalées de cause secondaire, c'est-à-dire les céphalées qui sont liées à d'autres pathologies sous-jacentes. Si vous avez des questions, je vais vous accorder 5 minutes pour pouvoir les répondre.